Donc, je vais faire une présentation donc, sur la prostitution et la traite des êtres humains, donc un état des lieux et une présentation des enjeux. Comme ça a été rappelé depuis le début de la conférence, effectivement, concernant la question de la prostitution, on est véritablement face à une industrie qui se développe énormément et qui s'est développée au cours des dernières années. Quelques chiffres statistiques pour présenter un petit peu le phénomène. Donc, par exemple, aux Pays-Bas, on parle de 30 000 personnes qui sont prostituées. Si on ramène ça à la population des Pays-Bas, donc qui est de 17 millions de personnes, on se rend compte quand même de l'ampleur du phénomène. En Espagne et en Allemagne, on va jusqu'à avancer des chiffres hypothétiques, puisque ça varie de 150 000 à 400 000 selon les sources. Mais en tout cas, on sait que dans ces pays-là, on est confronté à une véritable problématique en ce qui concerne la prostitution. D'autres chiffres, par exemple, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'en France, relativement à d'autres pays européens, et notamment comparativement à la population française, on se rend compte que la prostitution n'est pas si développée, même si on compte quand même entre 15 000 et 20 000 personnes prostituées, donc officiellement en tout cas reconnues par les services de police. Bien sûr, il y en a d'autres, notamment la prostitution cachée qui n'est pas comptabilisée, mais c'est vrai que relativement, on se rend compte que la France est quand même un peu épargnée par rapport à d'autres pays européens. D'autres statistiques, par exemple, on se rend compte qu'avant la guerre du Vietnam, la Thaïlande ne comptait que 20 000 personnes prostituées. Aujourd'hui, on parle de plus de 2 millions de personnes prostituées en Thaïlande. Autre chiffre intéressant, par exemple, on parle de 400 000 victimes à 500 000 victimes aux Philippines, 650 000 victimes en Indonésie, 2,8 millions de victimes en Inde, 142 000 victimes en Malaisie, etc., etc. Je pourrais citer des sources comme ça. Ces chiffres-là, en tout cas, montrent l'ampleur du phénomène de la prostitution, véritable industrie du sexe à l'heure actuelle. Donc, quelle que soit la réalité des chiffres, on se rend compte que la prostitution est devenue une industrie planétaire. Aucun pays au monde n'est épargné par le phénomène prostitutionnel. Et ce qui est important de se rendre compte, c'est que derrière ces chiffres, il se cache une large diversité de situations et de parcours. Il y a des victimes qui sont des victimes de réseaux criminels, en fait, de groupes du crime organisé. Il y a des mères de famille, des étudiantes en situation précaire, des ressortissantes nationales, donc qu'on appelle chez nous, en tout cas, je ne sais pas quel est le terme utilisé ici, les traditionnels, qui continuent la prostitution, mais qui sont aujourd'hui supplantés par les réseaux de traite des êtres humains. On a des hommes, on a des femmes, on a des transgenres, voilà. Donc la prostitution aujourd'hui, c'est une prostitution à multiples visages, dont il va être effectivement très difficile de rendre compte aujourd'hui parce que le sujet est vaste. Et je vais essayer de m'attacher sur quelques petits points importants avec un accent qui sera mis sur la traite des êtres humains. Alors, tout simplement déjà peut-être, alors c'est vrai que j'arrive un peu, moi je viens de France et voilà, j'arrive ici et je ne sais pas quel est le public en fait qui est présent. Donc je ne sais pas si je dois retourner aux bases ou pas, mais bon, si jamais je m'étale un petit peu trop, vous n'hésitez pas à me le dire, j'adapterai en fonction. Donc au cours des dernières décennies, donc en liaison avec l'évolution politique et économique, la prostitution donc s'est en effet internationalisée. Aujourd'hui, donc, c'est la traite des êtres humains qui domine le monde de la prostitution. Le phénomène n'est pas nouveau. Autrefois, on appelait ça la traite des blanches. Aujourd'hui, on appelle ça la traite des êtres humains, nouvelle forme contemporaine d'esclavage. Et on peut, à ce sujet, rappeler donc, la Convention de 1949 qui parle de la prostitution et de la traite des êtres humains et qui va rappeler le lien qui existe entre ces deux phénomènes, en affirmant que la prostitution et le mal qui l'accompagne, à savoir la traite des êtres humains en vue de la prostitution, portent atteinte à la dignité de la personne. Alors on désigne, juste pour rappeler, donc par traite des êtres humains, le recrutement, le transport, l'hébergement ou l'accueil de personnes par la menace ou le recours à la force ou à d'autres formes de contraintes, par l'enlèvement, fraude, tromperie, abus d'autorité ou d'une situation de vulnérabilité, ou par l'offre ou l'acceptation de paiement ou d'avantages pour obtenir le consentement d'une personne ayant autorité sur une autre aux fins d'exploitation. Les formes d'exploitation dans la traite des êtres humains sont bien évidemment très variées, puisque ça va du trafic d'organes au trafic de footballeurs, dont on parle par exemple beaucoup moins, mais qui est une réalité de la traite des êtres humains,
au trafic d'ovules, etc. Mais effectivement, la prostitution est aujourd'hui la forme de traite qui est la plus développée et dont on parle effectivement de plus en plus, même si on observera notamment en Europe que la question du travail forcé prend de plus en plus de place dans les débats et dans les discussions au niveau européen et au niveau national. Alors toutefois, je voudrais juste rappeler qu'il ne faut pas confondre traite et trafic illicite de migrants, confusion que l'on retrouve souvent quand on parle de ces sujets, et confusion que l'on va retrouver notamment, et on le verra à la fin notamment de l'exposé, dans le développement des politiques publiques, notamment en matière de lutte contre la traite des êtres humains, où finalement on se rend compte que la question de la traite n'est peut-être pas prise tellement au sérieux parce qu'on est finalement face à des personnes étrangères qu'on ne considère pas comme des victimes d'esclavage, mais davantage comme des migrantes aux prises de réseaux de trafic illicite de migrants et auxquelles on accorde beaucoup moins d'importance. Donc on verra notamment qu'entre ce qui est dit dans les textes et notamment la condamnation de la traite des êtres humains par rapport comme étant une violation des droits fondamentaux et finalement le traitement qui en est fait en pratique où on accorde peu d'importance à ces personnes en tant que victimes ressort notamment dans toutes les politiques publiques nationales et dans les politiques publiques européennes. Alors, combien de victimes de la traite des êtres humains? Il est difficile de le savoir puisque c'est un phénomène qui est clandestin. Aujourd'hui, il est difficile d'avoir une vision très claire sur le sujet, et ce pour plusieurs raisons, notamment le faible taux de déclaration donc, par les victimes elles-mêmes, qui ont souvent peur des représailles puisqu'elles sont menacées par les trafiquants. On peut aussi parler effectivement du phénomène clandestin donc, en tant que tel, donc, qui fait qu'on a difficilement une visibilité sur ce qu'est la traite des êtres humains et notamment quantitativement. La persistance des résistances culturelles relatives à la sexualité et aux violences sexuelles. Parfois le recours au règlement amiable plutôt qu'à la justice, et notamment ça on le retrouve dans les sociétés africaines. L'absence d'un système centralisé de collecte et de traitement des données. La faiblesse de mécanismes de recours et de services pour les victimes garantissant leur protection et leur prise en charge. Donc on se rend compte effectivement que pour les victimes aujourd'hui, il est souvent très difficile d'être libérées des réseaux et de savoir vers qui se tourner une fois qu'elles sont libérées de ces réseaux, d'obtenir une véritable assistance avec toute la crainte qu'elles ont, notamment au regard des trafiquants. Elles ont souvent l'impression en tout cas qu'elles sont abandonnées par les États dans lesquels elles se retrouvent et l'accès aux ONG n'est pas toujours évident avec les moyens qu'elles ont et voilà, globalement. Aussi, autre problème qu'on peut reconnaître, c'est l'impunité dont bénéficient certains auteurs, l'absence de coordination des différents acteurs. Donc autant de facteurs qui permettent de comprendre pourquoi aujourd'hui il est si difficile d'avoir une vision très claire de la prostitution et de la traite des êtres humains, malgré la multiplicité des rapports qui existent sur ces sujets-là. Donc aujourd'hui, il n'existe pas de chiffres très précis sur le nombre de victimes de la traite des êtres humains. Les chiffres sont repris en boucle d'une organisation à une autre. Globalement, on peut dire qu'aujourd'hui, la traite des êtres humains, c'est 2,4 millions de personnes qui seraient victimes. On estime que 79% de ces personnes sont victimes de la prostitution, donc ce qui représente une grande partie de la traite des êtres humains. Aujourd'hui, la seule base de données qui est plus ou moins précise sur ces victimes de la traite des êtres humains, c'est une base de données qui a été mise en place par l'OIM, qui donne des statistiques au niveau mondial, mais en sachant que cette base de données est limitée aux personnes qui sont prises en charge, identifiées et accompagnées par l'OIM. On se rend compte que là, finalement, ça permet d'avoir un peu une vision de qui sont ces victimes de la traite, mais finalement, c'est une vision très, très parcellaire, puisque dans cette base de données, il n'y a que 12 000 personnes qui sont enregistrées. Donc, c'est vraiment une vision très, très minime de ce qu'est la traite des êtres humains au niveau mondial. Alors, peut-être pour faire un petit focus au niveau de l'Europe, puisqu'il y a un rapport assez récent qui est sorti. Alors, selon ce rapport, qui est un rapport de l'Office des Nations Unies pour la prévention de la drogue et du crime, cet office n'observe aucun signe de recul, en tout cas du nombre de victimes de la traite des êtres humains, puisque c'est une question qui revient souvent, c'est de savoir est-ce que la traite
augmente, diminue, reste constante. C'est vrai que c'est difficile de le savoir, mais en tout cas, elle ne recule pas, ça il semble que c'est sûr. On aurait tendance à penser qu'elle augmente. Et l'ONUDC dit que apparemment le taux effectif de renouvellement des personnes serait d'à peu près 50%. Donc, puisque l'UNODC estime qu'il y a 140 000 victimes de la traite chaque année en Europe, ça veut dire que tous les ans, il y a 70 000 victimes supplémentaires qui viennent se rajouter sur le marché européen. Et tout ça pour un bénéfice de 2,5 milliards d'euros, donc au niveau uniquement européen. Alors, qui sont ces victimes en Europe? Donc, on se rend compte qu'en Europe, on retrouve une plus large variété de nationalités que par rapport à d'autres régions du monde. Globalement, donc, plus de la moitié des victimes sont originaires des Balkans et notamment de Russie aussi. On estime que les personnes des Balkans représentent à peu près 32% des victimes. 19% sont originaires des pays de l'ex-Union soviétique. Et puis on retrouve 13% de personnes d'Amérique du Sud, 7% d'Europe centrale, 5% d'Afrique, 3% d'Asie et 20% donc, qui n'ont pas été identifiés. Alors on observe des nouvelles tendances au niveau européen, notamment des nouvelles nationalités qui sont apparues sur le marché de la prostitution donc en Europe. Notamment, on a vu l'apparition de victimes chinoises. Alors c'est intéressant parce qu'on va en retrouver davantage des Thaïs. Maintenant, on a effectivement de plus en plus de Chinoises. Et c'est notamment un phénomène que l'on observe en France. On a aussi de plus en plus de Paraguayennes, de Sierra-Léonaises, d'Ouzbeks et de Turcs. Et on peut même, s'agissant des prostituées chinoises, dire qu'en tout cas en 2008, les Chinoises représentaient en Italie le plus grand nombre de personnes étrangères exploitées sexuellement. Donc, ce qui est un phénomène assez nouveau, puisque jusque-là, les nationalités majoritaires que l'on retrouvait en Italie étaient notamment les Roumaines, les Albanaises et aussi beaucoup de Nigérianes. Aujourd'hui, et là, c'est une évolution qui est assez intéressante, c'est qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, les réseaux chinois se sont installés en Italie, ont investi des secteurs du crime organisé dans lesquels les mafias italiennes qui sont dominantes en Italie n'ont pas voulu investir. C'est vrai que les mafias italiennes n'ont pas voulu aller dans la prostitution, certainement pour des raisons religieuses, mine de rien, même si les mafias trafiquent tout, mais pas les êtres humains et pas les femmes, c'est un principe. Et donc les mafias chinoises ont investi ce secteur et se sont installés en Europe, en Italie. Et donc c'est vrai qu'on a vu ce lien qui a pu être fait entre l'installation des réseaux et la visibilité de plus en plus importante des victimes chinoises. Alors c'est vrai que ces informations permettent de se rendre compte que finalement le phénomène de la traite des êtres humains est un phénomène qui est très évolutif. Les réseaux s'adaptent, trouvent des nouveaux marchés, et c'est vrai que cette évolutivité des réseaux criminels pose énormément de problèmes aux services répressifs qui ont beaucoup de mal à réprimer, en fait, à s'attaquer à ces réseaux du fait des méthodes qui se différencient d'un réseau à un autre. Et donc de tout ce travail qui doit être fait d'analyse, d'investigation, d'adaptation des enquêtes pour traiter tel type ou tel type de criminalité. Donc c'est vrai que le fait que ces réseaux sachent comment utiliser, comment s'implanter dans des États et fassent aussi circuler, puisqu'on est face à une prostitution qui est très mouvante, rend le travail des services répressifs très compliqué. Alors, on se rend compte aussi que malgré l'explosion de ce phénomène, donc depuis une vingtaine d'années, les poursuites judiciaires à l'encontre des trafiquants restent relativement faibles par rapport à l'ampleur du nombre de victimes. Et pourtant, on peut dire quand même que le continent européen est peut-être le continent où la répression est la plus forte, et très certainement parce que la politique européenne, qui est donc une politique de droit communautaire, impose un certain nombre de règles auxquelles les États sont obligés de se conformer. Alors, pour comparaison, en 2009, il y a eu 647 poursuites de trafiquants présumés et 553 condamnations en Amérique latine.
Donc c'est une amélioration assez significative par rapport aux années précédentes. Et par comparaison, donc en Europe, il y a eu 2208 poursuites et 1733 condamnations. Donc autant dire que quand on compare le nombre de victimes, donc quand on parle de 140 000 victimes pour l'Europe, et on sait qu'en Amérique latine, on a 1,3 million de victimes de la traite des êtres humains, on se rend compte qu'effectivement, l'Europe a une politique répressive qui est quand même beaucoup plus forte à l'égard de la prostitution que sur d'autres continents. Toutefois, on peut quand même regretter, notamment au regard des outils, on appelle ça des textes juridiques contraignants dont elle dispose, notamment des directives, des règlements, mais je n'irai pas sur les questions juridiques, de l'impact fort sur le plan légal. On peut regretter que la répression ne soit pas beaucoup plus forte au jour d'aujourd'hui. Alors, je voudrais simplement finir, puisque je dois conclure. Alors, à qui profite le crime organisé ? En tout premier lieu, au groupe du crime organisé, comme j'ai pu l'indiquer tout à l'heure. Le FMI estimait en 1991 le chiffre d'affaires global donc pour ces groupes du crime organisé à plus de 500 milliards de dollars. Aujourd'hui, on estime ce chiffre d'affaires entre 1000 et 2000 milliards de dollars, donc soit près de 10% du PNB mondial. Donc c'est des chiffres assez récents puisqu'ils datent de 2007, c'est des chiffres de la Banque mondiale. Et dès 2002, en fait, le G8 faisait le constat de cette augmentation dramatique de la criminalité organisée transnationale en liaison avec la mondialisation économique. Donc pour ces groupes, comme je disais tout à l'heure, tout est matière à trafic, les organes, les déchets, les stupéfiants, les contrefaçons en tout genre et bien évidemment les êtres humains. Donc selon une étude de l'OIT de 2006, les profits réalisés par ceux qui exploitent toutes les formes de travail forcé s'élèvent à 44 milliards de dollars. La traite représente 31,6 milliards de dollars et les victimes d'exploitation sexuelle rapportent 27,8 milliards de dollars. Donc ça, c'est une source Europol. Selon Europol, les autorités hongroises ont mené une enquête criminelle proactive et parallèlement une enquête financière sur les activités d'un groupe criminel sophistiqué. Le réseau a exploité des prostituées hongroises dans des bordels en Hongrie et en Allemagne de 2001 à 2007. Les produits du crime étaient injectés dans différentes entreprises et sociétés et les enquêteurs donc, ont découvert des biens pour une valeur de 98 millions et saisi 6 millions d'euros au principal suspect. Donc on se rend compte à quel point l'affaire est juteuse pour les réseaux du crime organisé qui n'ont pas hésité à s'engouffrer dans ce commerce dès qu'il y en a eu la possibilité. Alors la criminalité organisée donc est au cœur des États. On va parler de blanchiment d'argent et de corruption des fonctionnaires en général. Donc ces réseaux criminels constituent un réel danger. Ils sapent les bases démocratiques de la société, comme a pu le rappeler Pino Arlacchi, donc, qui est un expert des Nations Unies. De ce fait, donc, le développement de ces groupes au creux de l'État, jamais contre l'État, ont un effet déstabilisateur sur les sociétés par la nature de leurs activités, d'une part, par la violence de leurs actions, d'autre part, mais aussi par leur manière de tirer profit des faiblesses du système ou de détourner à leur profit les rouages du fonctionnement des démocraties. C'est bien ainsi que l'on pourrait définir les deux principaux modes de fonctionnement des réseaux, la corruption et le blanchiment d'argent. Certes, la récente crise économique a fait émerger la volonté politique de lutter contre le blanchiment d'argent et les paradis fiscaux, mais ce combat n'en est qu'à des prémices et il faudra du temps avant qu'il y ait une véritable détermination pour s'attaquer à ce problème. Et pourtant, on peut se rendre compte qu'aujourd'hui, que de s'attaquer notamment aux filières de blanchiment d'argent serait un moyen de remonter les filières et de pouvoir faire tomber des réseaux du crime organisé. Alors l'arme de la corruption, on a une corruption qui peut être à la fois passive et active. Elle apparaît en effet comme la condition indispensable au bon fonctionnement des filières. Elle existe à tous les niveaux du processus, recrutement et achat des victimes, transport, exploitation, protection du trafic, fabrication de papiers d'identité et visa. Elle implique des magistrats, des parlementaires, des membres de la police, des agents des douanes ou des forces armées nationales et internationales. Mais elle s'infiltre aussi dans les administrations comme les ministères et les ambassades et dans le secteur privé.
Alors notamment, il est assez intéressant de voir que, notamment au niveau européen, il y a eu un certain nombre d'affaires qui ont impliqué des ambassades, notamment l'ambassade de France à Kiev ou en Bulgarie, l'ambassade de Belgique, notamment à Moscou, qui délivrait un grand nombre de visas à des femmes, et notamment aussi des visas d'affaires, etc. Et finalement, on s'est rendu compte que ces visas étaient délivrés pour de mauvaises raisons, que ces ambassades avaient été infiltrées, que finalement, ces visas étaient délivrés à des femmes qui allaient être victimes de la prostitution. Alors, juste un chiffre qui est assez intéressant, c'est qu'on peut estimer que les groupes criminels consacreraient 10 à 20% de leur chiffre d'affaires pour financer la corruption, comme je disais avant, qui est vraiment une condition essentielle au bon fonctionnement de leurs activités. Alors le blanchiment d'argent sale, selon le Fonds monétaire international, les sommes blanchies chaque année représentent entre 500 et 1000 milliards de dollars. Une fois blanchi, l'argent est difficile à suivre. Il est écoulé dans les sociétés écrans, discothèques, restaurants et autres structures. Il est également investi dans l'immobilier. Et le démantèlement de plusieurs réseaux donc, a permis de montrer que l'argent revenait généralement en Europe occidentale pour être réinvesti dans des sociétés monégasques, des sièges sociaux au Liechtenstein, ou dans des villas ou des commerces de la Costa Brava en Espagne, par exemple. Alors, à qui profite le crime encore? Aux États, bien évidemment, au-delà des groupes du crime organisé. L'industrie du sexe, dans son ensemble, légal ou illégal, au degré de développement atteint, aujourd'hui contribue au revenu national et à la croissance des États. Que l'on songe seulement au nombre de personnes qui gravitent autour de cette industrie, que ce soit autour de la production de films, de vidéos, de revues ou de photographies pornographiques, autour des zero centers, des bars à hôtesses, des téléphones roses, et sans oublier toutes les professions qui sont liées au tourisme sexuel et qui touchent une population large, donc à savoir les chauffeurs de taxi, les serveurs et autres intermédiaires, jusqu'aux chaînes hôtelières, compagnies de transport, etc. Donc tout le monde tire un bénéfice de cette industrie. Donc aujourd'hui, le tourisme sexuel correspondrait à 5% du PIB des Pays-Bas. En Indonésie, les revenus liés à la prostitution s'élèveraient à 2% du produit du pays et à 14% en Thaïlande. Donc c'est une évolution que les États ne cherchent pas toujours à endiguer, préférant même parfois encourager ce type d'activité, puisqu'elle permet de développer l'économie nationale, et sans parler donc des devises aussi qui sont renvoyées vers les pays et qui font vivre des familles dans les pays d'origine des victimes de la traite des êtres humains. Bon voilà, j'avais beaucoup d'autres choses à dire, mais je vais devoir m'arrêter là. Je vous remercie.